Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en 330 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquit l'empire perse achéménide. Après sa victoire sur le grand roi perse Darius III à la bataille de Gaugamélès en 331 avant Jésus-Christ. Après la défaite de Darius III, l'armée d'Alexandre le Grand marche vers la capitale perse de Persépolis. Et après avoir pillé ses trésors, brûle le grand palais et la ville environnante, détruisant des centaines d'années d'écrits religieux et d'art, ainsi que les magnifiques palais et salles d'audience qui avaient fait de Persépolis le joyau de l'empire achéménide. Vous voulez en savoir plus sur la destruction de Persépolis? Venez avec moi. La construction du palais et de la ville de Persépolis avait été lancée entre 518 et 515 avant Jésus-Christ par Darius Ier le Grand, 522-486 avant Jésus-Christ, qui en fait la capitale de l'Empire perse, en remplacement de l'ancienne capitale Passagarde, et commence à y abriter les plus grands trésors, les œuvres littéraires et les œuvres d'art de tout l'Empire achéménide. Le palais fut considérablement amélioré, comme le reste de la ville, par le fils de Darius, Xerxès Ier, 486-465 avant Jésus-Christ, et fut développé par les successeurs de Xerxès Ier, en particulier son fils Artaxerxès Ier, 465-424 avant Jésus-Christ. Bien que les rois perses ultérieurs aient ajouté leur propre embellissement, Darius Ier avait délibérément choisi de situer sa ville dans une région reculée, loin de l'ancienne capitale, probablement dans le but de différencier radicalement son règne de celui des monarques précédents. Persépolis avait été conçue comme une grande célébration du règne de Darius Ier, et les bâtiments et palais, depuis le premier palais et la salle de réception de Darius, jusqu'aux œuvres plus tardives et plus grandioses de ses successeurs, étaient des chefs-d'œuvre architecturaux d'opulence, conçus pour inspirer respect et émerveillement. Darius Ier fait construire une grande plateforme terrasse de 125 mètres carrés et de 20 mètres de haut, sur laquelle il bâtit sa salle de conseil, son palais et sa salle de réception, la Padana, qui comprenait une salle hypostyle de 60 mètres de long et 72 colonnes de 19 mètres de haut. Les colonnes soutenaient un toit en cèdre, lui-même soutenu par des poutres en cèdre. Ces colonnes étaient surmontées de sculptures d'animaux symbolisant l'autorité et le pouvoir du grand roi. La Padana était conçue pour intimider tout invité et pour faire comprendre aux visiteurs la puissance et la majesté de l'Empire perse. Darius Ier meurt avant que la ville ne soit achevée, et Xerxès Ier poursuit sa vision en construisant son propre palais opulent sur la terrasse ainsi que la porte de toutes les nations. Flanqué de 2 statues monumentales qui menaient à sa grande salle de réception s'étendant sur 25 mètres de long, avec 4 grandes colonnes de 18 mètres 50 de haut, soutenant un toit de cèdre, des murs brillamment décorés et des reliefs sur les entrées de portes. Xerxès Ier avait envahi la Grèce en 480 avant Jésus-Christ, brûlant villages, villes et temples, dont le Parthénon d'Athènes, jusqu'à ce qu'il ne soit vaincu à la bataille navale de Salamine, puis à la bataille de Platée. Les Grecs se souvenaient fort bien de l'invasion des guerres perses en 480 avant Jésus-Christ, et c'est la raison principale pour laquelle ils brûlent Persépolis, bien que tous les récits indiquent également qu'Alexandre le Grand et ses hommes étaient ivres lorsqu'ils décident de détruire la ville. Lorsqu'Alexandre le Grand arrive à Persépolis, la ville comptait parmi les plus impressionnantes du monde, et lorsqu'il la quitte, ce n'était plus qu'une ruine dont l'emplacement ne serait connu pendant des générations que sous le nom de lieu des 40 colonnes, en raison des colonnes du palais restées debout dans le sable au milieu des ruines. La raison exacte pour laquelle Alexandre le Grand aurait brûlé la grande ville qu'il possédait désormais en tant que conquérant, et surtout compte tenu de son intérêt bien connu pour les arts et les sciences, et de son amour pour la culture perse, est une question à laquelle les historiens ont tenté de répondre pendant des siècles. La plupart d'entre eux s'accordaient à dire que l'incendie avait été allumé à l'instigation de l'éther d'Athènes, Thaïs. À cette époque, Thaïs était l'amante de Ptolémée Ier, l'un des généraux et gardes du corps d'Alexandre le Grand, et l'un de ses plus vieux amis. Il est possible qu'elle ait également fait partie des amantes d'Alexandre, puisque l'historien Athénée affirme qu'Alexandre aimait garder Thaïs auprès de lui.
Mais cela pourrait simplement signifier qu'elle était, comme beaucoup de femmes, quelqu'un dont il appréciait la compagnie. Une hétère était plus qu'une simple prostituée de luxe. Elle était également douée pour le chant, la récitation de poèmes et la narration d'histoires, des talents souvent plus appréciés qu'une simple relation. L'un des récits les plus célèbres de l'incendie de la grande ville est celui de l'historien Diodore de Sicile, qui dans sa Bibliotheca Historica donne la version suivante de la destruction de la ville. Quant à Persépolis, la capitale de l'Empire perse, Alexandre l'a décrit aux Macédoniens comme leur pire ennemi parmi les villes d'Asie et la livra au pillage des soldats à l'exception du palais royal. C'était la ville la plus riche sous le soleil et les maisons privées étaient depuis longtemps remplies de richesses de toutes sortes. Les Macédoniens s'y précipitent, tuent les hommes et pillent les maisons qui étaient nombreuses et pleines de meubles et d'objets précieux de toutes sortes. On y emporte beaucoup d'argent, et non moins d'or, et de nombreuses robes de prix, brodées de pourpre ou d'or, tombent comme prix aux mains des vainqueurs. Mais le grand palais royal, célèbre dans tout le monde, avait été condamné à l'indignité d'une destruction totale. Les Macédoniens passent toute la journée à piller sans pouvoir satisfaire leur inépuisable cupidité. Quant aux femmes, ils les emmènent de force avec leurs bijoux, traitant comme des esclaves tout le groupe de captifs. De même que Persépolis avait surpassé toutes les autres villes en prospérité, elle les surpassait maintenant en malheur. Alexandre le Grand monte à la citadelle et prend possession des trésors qui s'y trouvaient. Ils étaient pleins d'or et d'argent avec l'accumulation des revenus depuis Cyrus de le Grand, le premier roi des Perses, jusqu'à cette époque. Si l'on considère l'or en termes d'argent, 2500 tonnes y furent trouvées. Alexandre voulut emporter une partie de l'argent pour les dépenses de guerre et déposer le reste à Suse, sous bonne garde. De Babylone, de Mésopotamie et de Suse, il fait venir une foule de mules, ainsi que 3000 chameaux, avec lesquels il fait transporter tous les trésors aux endroits choisis. Il était très hostile à la population locale, et il ne leur faisait pas confiance et souhaitait détruire complètement Persépolis. Alexandre le Grand organise des jeux pour célébrer ses victoires. Il offre de magnifiques sacrifices aux dieux et reçut ses amis avec faste. Un jour, que les compagnons festoyaient et que l'ivresse grandissait au fur et à mesure des beuveries, une folie violente s'empare de ces hommes ivres. L'une des femmes présentes, Thaïs, l'amante athénienne du commandant macédonien Ptolémée, déclare que ce serait le plus grand exploit d'Alexandre le Grand en Asie que de se joindre à leur cortège et de mettre le feu au palais royal, permettant ainsi à des mains féminines de détruire en un instant ce qui avait fait la fierté des Perses. Ces paroles furent prononcées devant des jeunes gens complètement désorientés par la boisson, et quelqu'un, comme on pouvait s'y attendre, cria pour ouvrir le cortège et allumer des torches, les exhortant à punir les crimes commis contre les sanctuaires grecs. D'autres se joignent aux cris et dirent que seul Alexandre était digne de cet acte. Le roi était excité par les autres, par ces paroles. Tous sortent du banquet et se passent le mot pour former un cortège triomphal en l'honneur de Dionysos. Une quantité de torches furent rapidement rassemblées, et comme des musiciens avaient été invités au banquet, c'est au son des chants, des flûtes et des cornemuses que le roi les conduit à la fête. Thaïs, la courtisane, dirigeant la cérémonie. Elle fut la première, après le roi, à lancer sa torche enflammée dans le palais. Comme les autres suivent leur exemple, toute la zone du palais royal fut rapidement engloutie par les flammes. L'historien romain Quintus 41-54 dans son histoire d'Alexandre le Grand cite également Thaïs comme instigatrice de l'incendie qui consuma Persépolis. Une d'entre elles, Thaïs, ivre elle-même, assura au roi qu'il acquérait des droits immortels à la reconnaissance des Grecs s'il livrait aux flammes le palais des rois de Perse. C'était une satisfaction qu'attendait le peuple dont les barbares avaient détruit les villes. À peine cet arrêt de destruction était-il sorti de la bouche d'une courtisane dans l'ivresse, qu'un ou deux des assistants chargés de vin comme elle s'empressent d'y applaudir. Le roi lui-même était plus disposé à donner le signal qu'à l'attendre. Eh bien, dit-il, que tardons-nous à venger la Grèce et à livrer cette ville aux flammes ?
Tous étaient échauffés par le vin. Ils se lèvent donc ivres pour brûler une ville qu'ils avaient respectée, les armes à la main. Le roi, le premier, met le feu au palais, puis après lui ses convives, ses officiers, la troupe des courtisanes. Une grande partie du palais était bâtie de bois de cèdre. Le feu prit promptement, et l'incendie se répand au loin. À ce spectacle, l'armée, dont les tentes s'étendaient un peu de distance de la ville, croyant que c'était l'effet du hasard, accourut pour apporter du secours. Mais lorsque, arrivés à l'entrée du palais, les soldats voient le roi lui-même encore la torche à la main, ils laissent alors de côté l'eau qu'ils avaient portée avec eux et se mettent à lancer au milieu des flammes des matières combustibles. Ainsi périt la capitale de tout l'Orient. L'historien arien de Nicomédie, 87-160, n'était cependant pas d'accord avec ses autres récits. Il s'appuyait sur les sources primaires de Ptolémée et d'Aristobule, qui auraient tous deux été des témoins oculaires de l'événement. C'est ce qu'affirme Arien. Ptolémée et Aristobule sont les auteurs les plus dignes de foi sur les conquêtes d'Alexandre, parce que le second a partagé les campagnes d'Alexandre et que le premier, Ptolémée, en plus de cet avantage, était lui-même roi. Et il était plus déshonorant pour un roi de dire des mensonges que pour n'importe qui d'autre. Pour Arien, la motivation de l'incendie de Persépolis était si évidente qu'il n'a pas pris la peine de développer au-delà de ce qu'il considérait comme une évidence. Selon Arien, Persépolis fut délibérément et tout simplement brûlée en représailles de l'incendie d'Athènes par les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Arien écrit, Alexandre a brûlé le palais de Persépolis pour venger les Grecs, parce que les Perses avaient détruit les temples et les villes des Grecs par le feu et l'épée. Malgré cela, Athénée, écrivant vers 200, maintient le lien entre Thaïs et l'incendie de la ville. Il écrit, Alexandre le Grand n'a-t-il pas gardé avec lui Thaïs, la prostituée athénienne, à l'origine de l'incendie du palais de Persépolis ? Diodore de Sicile suggère, sans jamais l'affirmer explicitement, une cause immédiate aux actions d'Alexandre. Il note qu'alors qu'Alexandre et son armée approchaient de Persépolis, ils furent accueillis par une foule de 800 artisans grecs qui avaient été retenus en captivité à Persépolis. Ces personnes, des hommes et des femmes âgés, avaient été faites prisonnières des années auparavant et en tant qu'ouvriers qualifiés avaient été affectés à diverses tâches dans la ville. Ils furent cependant mutilés, certains perdent une main ou un pied et ne pouvaient donc pas s'échapper. Diodore rapporte qu'Alexandre et son état-major furent très émus par cette rencontre avec les artisans, ce qui motive peut-être Alexandre à traiter Persépolis aussi mal. Après Gaucamélès, Alexandre le Grand marche jusqu'à la ville de Suse et interdit à ses troupes de l'endommager ou de faire du mal à ses habitants. En revanche, lorsqu'il arrive à Persépolis, il lâche ses troupes, les encourage à piller la ville et ne faisant rien pour les empêcher de violer et de tuer tous ceux qu'il trouvait à l'intérieur des murs. Quelle qu'ait pu être la motivation d'Alexandre le Grand, on dit qu'il regrette ses actes dès le lendemain matin et pour le reste de sa vie. La destruction de Persépolis fut une perte immense pour l'ensemble des connaissances, de l'art et de la culture de la Perse antique. Les ouvrages religieux des débuts du zoroastrisme, écrits sur des parchemins en peau de chèvre, furent détruits, de même que des œuvres d'art, des tapisseries et d'autres artefacts culturels inestimables. Les documents administratifs de la ville, rédigés sur des tablettes cunéiformes d'argile, furent cuits par le feu et ensevelis sous les décombres. Ils ont survécu jusqu'à nos jours et fournissent aux archéologues des informations essentielles sur le fonctionnement de l'Empire perse et sur ceux que les habitants appréciaient. Malgré cela, ce qui a été perdu dans l'incendie est depuis longtemps reconnu comme irremplaçable. Comme on l'a vu, après avoir pris la cité en 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand y laisse une partie de son armée et poursuit sa route, ne revenant à Persépolis que quelque temps après. À l'issue d'une journée de beuverie, en l'honneur de la victoire, Persépolis est incendiée en mai 330 avant Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.